Alors commençons dans ce premier chapitre par définir ce qu'est exactement un chef de projet. Vous allez voir que le chef de projet, à bien des égards, s'apparente à un véritable chef d'orchestre de son projet. D'abord, les missions. Elles s'articulent autour de 4 grands axes que vous voyez apparaître à l'écran. Les missions d'organisation, ce sont celles qui vont consister à organiser le bon fonctionnement de l'équipe. Quels seront les outils de communication? Comment sera gérée la documentation? Et très souvent, le chef de projet est également un expert technique. Par exemple, un informaticien s'il s'agit d'un projet informatique. Cela l'aide à anticiper les risques liés au projet. En matière de gestion, il faudra définir les objectifs, puis les suivre, notamment les objectifs en termes de qualité, coût et délai, notre fameux triangle QCD. Au niveau humain, et c'est ce qui va nous occuper durant ce module, le chef de projet a de nombreuses missions. Et ce sont peut-être les plus importantes dans le sens où rien ne se fera lors d'un projet si les personnes n'ont pas envie d'agir, si elles ne sont pas motivées. Au niveau humain, notre chef de projet va d'abord définir son groupe, coordonner le travail de l'équipe. Il devra faciliter la prise de décision pour que celle-ci soit acceptée et mise en œuvre. Il aura à animer les réunions, à gérer le changement et les conflits éventuels. Et enfin, communiquer auprès de l'ensemble des parties prenantes sur les changements et l'avancement du projet. Le chef de projet a une position un peu particulière dans l'organisation. Il est entre la direction générale et son équipe, ce qui peut poser parfois quelques contraintes. La direction peut avoir une forte pression sur le chef de projet, d'autant que le produit est critique, stratégique, très important pour l'entreprise. Elle manque parfois également de réalisme sur la faisabilité, en demandant des délais trop courts ou des coûts très bas. De son côté, l'équipe projet, souvent, n'est pas affectée au projet à 100% du temps. Les personnes ont souvent d'autres missions opérationnelles, travaillent dans les services, ce qui fait qu'elles vont avoir à arbitrer entre leur métier de tous les jours et le temps qu'elles consacrent au projet. Les intérêts peuvent aussi être contradictoires. On peut demander, par exemple, à certains de faire des saisies informatiques qui, à terme, automatisera le travail. Et qui dit automatisation dit parfois des craintes de perdre justement son travail. Cela peut engendrer des freins, des résistances au changement. La position dans l'organisation du chef de projet est également particulière parce qu'elle ne relève pas de l'approche hiérarchique. L'approche hiérarchique, c'est l'approche traditionnelle du management responsable de son équipe. Nous voyons par exemple pour la fonction 1, un manager 1 qui sera reconnu comme étant le responsable de cette équipe. La gestion de projet fait plutôt appel à l'approche transversale. Nous allons aller chercher des compétences à l'intérieur de chaque département de l'entreprise, mettre ces compétences autour de la table pour résoudre un problème qu'il serait impossible à résoudre seul ou avec une équipe fonctionnelle. Comparons maintenant le management hiérarchique et le management transversal. Le hiérarchique va gérer une équipe qui assure une fonction au quotidien. Par exemple, le directeur des achats gère l'équipe d'acheteurs. Le directeur logistique va s'occuper de la gestion logistique, des entrepôts et des transports. Ce manager hiérarchique a donc une autorité directe sur ses collaborateurs. Il connaît très bien son domaine et est donc capable de juger de la pertinence des travaux de son équipe. Il travaille souvent en incertitude faible, c'est-à-dire sur des actions qui sont répétitives. Si je reprends l'exemple du directeur logistique, il va s'occuper chaque jour d'expédier les marchandises.
En comparaison, le manager transversal, lui, va conduire une équipe qui vient de différents secteurs de l'entreprise. Il va devoir faire en sorte que cette équipe travaille sur un objectif commun. Il n'a pas d'autorité directe ou alors il la partage avec le manager hiérarchique, notamment dans le cadre d'une structure matricielle. C'est également impossible pour lui de connaître tous les secteurs de l'entreprise. Il ne peut pas être à la fois expert en informatique, en achat, en logistique, etc. Et il travaille sur des projets à long terme, des projets de changement, donc en incertitude forte. Ainsi, pour pouvoir faire avancer les équipes, il va falloir utiliser différentes formes de pouvoir. Nous arrivons ici sur une théorie qui a été proposée par Max Weber, qui est un sociologue des organisations. Il a identifié 5 formes de pouvoir. 3 formes de pouvoir liées à la fonction, que l'on pourrait donc appliquer facilement au manager hiérarchique. Le pouvoir légitime, qui est celui du chef, la capacité à récompenser les personnes lorsqu'elles réalisent un travail de qualité, et également le pouvoir d'exercer une contrainte sur ces personnes pour les obliger à faire. C'est le pouvoir coercitif. Nous avons vu que le manager transversal souvent n'avait pas les pouvoirs liés à la fonction. Il devra donc utiliser des pouvoirs personnels. Max Weber en a identifié 2. Le pouvoir de compétence, être reconnu comme un expert de son domaine et de la gestion de projet. Et également le pouvoir dit charismatique, lié à une personnalité qui sait influencer les personnes par la qualité de ses relations interpersonnelles et également par la qualité de sa communication. Approfondissons un peu le management transversal parce que c'est celui-là qui est souvent appliqué au projet. Quelles vont être nos difficultés? Ne pas connaître tous les domaines, devoir mobiliser, motiver une équipe sans pouvoir hiérarchique, gérer des résistances et des conflits puisque l'on travaille sur du changement, également concilier des intérêts et des cultures différentes, mettre autour de la table une personne du commercial et une personne qui vient des services techniques par exemple. Pourtant, depuis que vous suivez ce MOOC, nous disons bien que le travail par projet doit apporter énormément de bénéfices. Être plus efficace, faciliter la résolution de problèmes, impliquer, motiver davantage, permettre une bonne circulation de l'information et la capacité à se comprendre et à mieux travailler ensemble. Alors comment va-t-on passer de cette liste de difficultés aux bénéfices que j'ai cités? Eh bien grâce à la qualité du management humain. En conclusion, dans ce premier chapitre, nous avons vu que le chef de projet était multifacette et travaillait autour de 4 grands axes. Il a une position intermédiaire dans l'organisation qui, lui, le conduit à certaines contraintes. Pris entre la direction et son équipe projet, il doit également travailler de manière transversale avec des experts de chacune des fonctions de l'entreprise. Ainsi, nous avons vu qu'un bon chef de projet doit d'abord travailler sur l'humain. Ce doit être un bon manager d'équipe. Et comme le chef d'orchestre, ce n'est pas lui qui fera, mais c'est lui qui coordonnera l'ensemble des instruments de musique pour aboutir à un chef-d'œuvre musical. Avant de nous quitter sur ce premier chapitre, je vous propose 2 réflexions. Reprenez les 4 dimensions et les missions du chef de projet. Dans ces 4 dimensions, quelle est celle qui, à aujourd'hui, vous semble la plus facile à exercer? Quelle est celle ou quelles sont celles sur lesquelles vous devez travailler? Et posez-vous la question, est-ce que le management humain est si simple? Une deuxième question relative cette fois au management d'équipe projet.
Prenez un projet sur lequel vous travaillez en équipe et regardez un peu les avantages et les inconvénients de ce mode de travail. Regardez également si le management est exercé de manière hiérarchique ou de manière transversale. Ce premier chapitre est terminé. Je vous invite à répondre au quiz qui se situe sous cette vidéo.